Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, Monsieur le préfet, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de région, Madame la maire de la ville de Cayenne, Monsieur le maire de la commune de Roura, Monsieur le recteur, Monsieur le président de l'Université de Guyane, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, j'invite Monsieur le président de l'Université de Guyane, Richard Lagagnier, à prendre la parole. Madame la ministre, Madame la garde des Sceaux, Madame, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Monsieur le préfet, Monsieur le recteur chancelier de l'Université de Guyane, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes, chers partenaires, et vous êtes nombreux, de l'Université de Guyane, chers collègues, et surtout, j'ai presque envie de dire, chères étudiantes, chers étudiants, parce qu'aujourd'hui, cette rentrée solennelle, elle est pour vous. Alors permettez-moi d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur le campus de Cayenne, de l'Université de Guyane. Nous avons plusieurs campus aujourd'hui dans notre université. Pour cette toute première rentrée solennelle, c'est donc un moment important et un moment historique pour nous. Madame la ministre, permettez-moi aussi de vous remercier très chaleureusement au nom de notre communauté universitaire pour l'engagement qui a été le vôtre au moment de la création de l'université, mais aussi pour toute l'attention que vous portez sur un certain nombre de dossiers importants et encore aujourd'hui pour le développement de l'Université de Guyane. L'intitulé de la conférence que vous nous proposez aujourd'hui porte attention sur le cœur de cible de notre projet d'établissement, la jeunesse, mais au-delà de la jeunesse, c'est sa réussite, c'est son émancipation par le savoir, c'est son insertion professionnelle, autant de défis à relever qui sont immenses et on sait que les contraintes sont nombreuses. L'atteinte de nos objectifs ne pourra se faire qu'à travers la construction, la consolidation et le développement de multiples partenariats entre l'Université de Guyane et les entreprises, entre l'Université de Guyane et le rectorat de l'Académie de Guyane, entre l'Université de Guyane et les collectivités territoriales, et tout particulièrement la future collectivité territoriale de Guyane, mais également les collectivités locales dans lesquelles nos différents sites sont implantés, et bien entendu entre l'Université de Guyane et ses homologues universitaires étrangers, ou encore entre l'Université de Guyane et ses organismes, avec le CHU également, enfin le futur CHU, je l'espère, de Guyane. Nous sommes en train de vivre, vous le savez tous, et vous le savez aussi, Madame la Ministre, une transformation historique, puisque après la publication du décret du 30 juillet 2014 qui porte création de l'Université de Guyane, nous travaillons aujourd'hui ardemment, tous les personnels de l'université, qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs ou personnel administratif, à l'écriture d'un projet de développement qui soit davantage en écho aux grands défis du territoire guyanais. Que ces questions touchent aux problématiques de santé tropicale, de santé globale, de biodiversité et de valorisation de ressources naturelles, aux problématiques d'interculturalité et de cohésion sociale qu'on évoquait il y a encore quelques minutes, ou encore de technologies innovantes. Ce qui est en jeu dans la création de l'Université de Guyane, c'est la possibilité de proposer des formations plus riches, plus lisibles également et plus adaptées aux besoins du territoire, au service des étudiants et au service du monde socio-économique qui porte le développement de la Guyane. C'est aussi la possibilité de mener des recherches plus ambitieuses encore, pluridisciplinaires et en lien, bien évidemment, avec les problématiques et les défis de l'Amazonie et donc aussi des recherches porteuses de valorisation. C'est encore la possibilité d'accroître l'attractivité de l'université afin qu'elle devienne accessible au plus grand nombre, sans faire exception de classe, de nationalité, de situation aussi économique, et qu'elle joue finalement pleinement son rôle d'ascenseur social. C'est encore la capacité, et ça c'est un défi important au moment de la création d'un établissement universitaire, que de mettre en place des services performants, qui est une clé bien évidemment pour les enseignements et pour une recherche efficace
à tous les niveaux. Et à ce titre, la mise en place d'un campus numérique s'inscrit vraiment dans ces perspectives. Et enfin, la possibilité de faire émerger une université forte, capable d'interagir avec les organismes de recherche et avec les pays partenaires, et tout particulièrement à l'échelle régionale du plateau des Guyanes, donc une université finalement capable d'action politique qui fait sens vraiment pour le futur de la Guyane. Alors cette première rentrée solennelle de l'Université de Guyane, c'est quelque part un départ symbolique d'un tournant historique majeur qui s'inscrit aussi dans le prolongement de volontés plurielles de voir un jour en Guyane la création d'un nouvel instrument de développement économique pour le territoire guyanais, instrument qu'est l'université. Et c'est bien de cette façon-là que les collègues et les personnels aujourd'hui se mobilisent pour écrire notre projet. Et cet instrument-là, bien, nous y sommes, ici et maintenant, à travers la création et cette rentrée solennelle. Alors le gouvernement auquel vous participez a entendu et sans doute aussi constaté un certain nombre d'injustices, je dirais même parfois d'humiliations dans le passé. Ils ont entendu aussi, je crois, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les besoins à la fois du présent et les besoins du futur. Et le gouvernement a eu le courage politique, et ce n'était pas une simple affaire au moment où nous vivons des contraintes budgétaires importante que de créer l'Université de Guyane, qui implique bien évidemment des moyens supplémentaires importants pour l'installation dans les meilleures conditions qui soient de notre établissement. Donc au nom de notre communauté universitaire, de la jeunesse guyanaise qui est ici présente en grand nombre, pour vous saluer et pour vous écouter, permettez-vous à nouveau de vous remercier, Madame la Ministre, pour votre présence qui nous honore donc en ce moment historique, tout comme pour votre soutien sans faille pour que l'université devienne et s'épanouisse dans les meilleures conditions qui soient. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et sans plus tarder, j'invite Madame la Ministre, Madame le Garde des Sceaux, à prendre place pour prononcer sa conférence solennelle. Merci beaucoup. De nombreux peuples à travers le monde pensent que tout ce qui se déroule dans un lieu de vie crée des ondulations qui imprègnent au fil du temps l'enceinte d'énergie positive ou négative. Ainsi, tout événement accompagné d'émotions fortes s'imprimerait dans les murs, les voûtes, les piliers, avec plus ou moins d'intensité. S'ils disent vrai, nous serions donc en ce moment même dans un de ces lieux de mémoire. Du 3 octobre au 11 novembre 2013, l'amphithéâtre a été le lieu d'interrogation, de débat, de peine et de joie. Ce lieu de mémoire est désormais imprégné. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page positive, celle de la première rentrée solennelle de l'histoire de l'Université de Guyane. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir pour cette première rentrée Madame la Ministre, Garde des Sceaux, Christiane Taubira. Nous sommes hautement cultivés par l'art et la science. Nous sommes civilisés au point d'en être accablés pour ce qui concerne la politesse et des bienséances sociales de tous ordres. Quant à nous tenir pour moraliser, il s'en faut encore de beaucoup. Cela ressemble à un commentaire d'actualité. C'est en fait une pensée d'Emmanuel Kant, un grand philosophe allemand, qui s'interrogeait sur la capacité des hommes à engager des guerres et des conflits, et qui pensait que si les hommes faisaient droit à la raison,
ils éviteraient d'engager ces guerres et ces conflits. Nous savons bien, lorsque nous parcourons l'histoire du monde sur tous les continents, lorsque nous parcourons l'histoire de l'Europe, qui a connu tant d'années, 2000 ans de guerre, cette Europe qui a connu sa période des Lumières, qui a concerné l'ensemble des pays européens, ce qu'on appelait la République des lettres, mais ces autres continents, comme l'Afrique, où nous avons connu avec la Dounia Makilikan une charte des droits qui date de 1222. Si nous regardons l'Extrême-Orient, par exemple, avec le Code Hammurabi, quelle que soit la partie du monde que nous interrogeons, nous nous rendons bien compte que, y compris dans les périodes où la raison a prospéré, il y a eu des guerres et des conflits. Et d'ailleurs, plus d'un siècle et demi avant Emmanuel Kant, pour revenir au continent européen, c'est Blaise Pascal qui estimait qu'il fallait relativiser la confiance dans la raison. J'allais presque dire la foi dans la raison. Et vous comprendrez plus tard pourquoi ce clin d'œil. Blaise Pascal disait « Il y a deux écueils à éviter, exclure la raison ou n'admettre que la raison. » Quel rapport avec l'université ? Le rapport, c'est tout simplement la question centrale qui consiste à savoir comment on permet à l'individu, à l'être humain, d'acquérir des savoirs, des enseignements, des connaissances qui lui permettent de s'émanciper, qui lui permettent de maîtriser, y compris ses instincts. La question du rapport avec l'université, c'est celle de savoir à quelque niveau que soit dispensé l'enseignement, quelle est la vocation finale de cet enseignement. Je suis heureuse de partager cette réflexion avec vous aujourd'hui pour cette première audience solennelle de l'Université de Guyane. Heureuse de le faire devant une assemblée aussi prestigieuse, et je veux remercier les éminentes personnalités qui sont avec nous, les grands élus de Guyane, les hautes autorités administratives, judiciaires, remercier les enseignants qui sont parmi nous, les étudiants, mais aussi d'autres personnes qui s'intéressent à ces questions et qui sont là avec nous, puisque nous aurons une séquence de questions et de réponses qui nous permettra de voir comment nous pouvons aujourd'hui mutualiser nos réflexions sur ces questions majeures. Donc, quelle est la vocation finale de l'enseignement ? Instruire, bien entendu, cultiver aussi, éduquer, inculquer l'esprit critique et faire en sorte que l'individu acquiert son autonomie en tant que sujet de droit, en tant qu'acteur de sa vie et de sa destinée personnelle. Instruire, éduquer, cultiver, instiller l'esprit critique. Ah, l'esprit critique ici en Guyane. Faisons une halte et interrogeons un très très grand poète guyanais, Léon Gontran Damas, dans Black Label. Il s'agit moins de recommencer que de continuer à être contre la morale occidentale. Occidentale. Au temps où il écrit, c'est le début des années 50, en tout cas quand il écrit Black Label, il écrit Névralgie avant. Au temps où il écrit, oui, la morale occidentale est un problème dans le monde, parce que c'est le démantèlement des empires coloniaux. Et c'est le démantèlement des empires coloniaux avec, dans les métropoles européennes qui détiennent ces empires coloniaux, une ambivalence dans le contenu des valeurs. Une ambivalence sur la liberté qui est chantée en Europe, mais qui en même temps n'est pas appliquée dans d'autres parties du monde. Une ambivalence sur l'égalité qui conduit certains pays européens, dans la France, à introduire dans leurs droits des catégories différentes de citoyens. Une ambivalence évidemment sur la fraternité, puisque c'est la devise de la Deuxième République. Mais nous voyons bien aujourd'hui, eu égard à l'état du monde, et pas seulement à l'état du monde de ces jours-ci ou de cette année, mais eu égard à l'état du monde depuis plus d'un demi-siècle, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas que de la morale occidentale. Donc il s'agit moins de recommencer que de continuer à être contre cette morale-là, avec son cortège de préceptes,
de préconception, de présomption, de prénotion, de prétention, de préjugés. C'est Léon Gontran Damas. Acquérir l'autonomie, être sujet de droit, cela suppose que grâce à l'enseignement, grâce à l'acquisition de savoir et de connaissances, nous soyons en mesure effectivement, d'avoir un esprit critique qui nous permette de rejeter les préjugés, les préceptes, les préconceptions et de multiples prétentions. Et si nous voulons que l'enseignement continue d'être imprégné du message universaliste des Lumières, ce message universaliste qui ne doit pas être une abstraction et qui ne doit pas faire croire que l'homme, le citoyen, contenu évoqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, serait une abstraction, une espèce d'être sans être, de personne sans chair, sans couleur, sans aspérité, sans instinct, sans besoin de spiritualité, avec ou sans Dieu, sans tentation de dévoiement. Non, il s'agit d'être concret, avec tous ces risques inhérents à la personnalité de ces êtres, et que l'enseignement, l'acquisition du savoir, le partage des connaissances doivent aider à atténuer ou à corriger. Il s'agit bien donc de faire en sorte que l'enseignement instruise, cultive, éduque, développe l'esprit critique, mais permette finalement à l'individu d'acquérir son autonomie. Et si je parlais de message universaliste des Lumières, c'était pour indiquer à quel point les Lumières, dans les débats qu'elles ont provoqués, ces Lumières ont fait naître l'individu. C'est-à-dire qu'elles ont arraché l'individu à toute une série de déterminismes. Elles l'ont ôté du groupe et de la puissance d'écrasement et d'asphyxie du groupe sur l'individu. Elles l'ont arraché au déterminisme de naissance, de conditions sociales, d'origine, de culture, de religion, de prédétermination, de prédestination. Donc lorsque les débats extrêmement vifs ont lieu durant les Lumières, ils ont lieu essentiellement en Europe parce que c'est sur ce continent que les discussions ont lieu sur un certain nombre de valeurs. Ce sont des valeurs qui existent depuis la Renaissance, mais les Lumières vont les structurer, les Lumières vont les faire émerger au niveau du débat public et vont faire en sorte que l'ensemble des intelligentsias, des élites européennes vont s'en emparer, les explorer, les décortiquer et par une maïeutique collective en extraire ce que nous avons retenu de des Lumières, à savoir la raison, à savoir l'examen critique, à savoir l'autonomie de l'individu, mais surtout la capacité de participation de l'individu au destin commun. Ce destin commun, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, il faut y participer. En tout état de cause, nous héritons d'un destin commun. Mais est-ce que nous nous interrogeons sur la part que nous prenons dans ce destin commun? Quel est-il? Le cadre dans lequel nous vivons est déterminé, il est défini. Prenons la démocratie. Il s'agit d'un système juridique et politique qui a l'air d'être évident, mais qui en fait est un choix. Et ce choix doit être reconduit régulièrement. C'est pour ça qu'il y a des rendez-vous électoraux. C'est que régulièrement, de façon épisodique, à chaque élection, il convient de réaffirmer le choix du système démocratique. Demos kratos, l'autorité du peuple. Et la Constitution française, d'ailleurs, indique bien que le gouvernement est issu du peuple et qui doit gouverner par le peuple. Du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais la démocratie, ce n'est pas le règne de la majorité. La démocratie, c'est le règne du droit. Et le droit est donc l'épine dorsale de la démocratie. Et vivant dans l'ensemble français, nous vivons en république. La république, c'est la rex publica, la chose commune. C'est le choix d'une organisation à la fois éthique,
du fait notamment de la devise liberté, égalité, fraternité, donc un choix de valeurs affichées comme étant le ciment de la vie en commun. C'est le choix d'une organisation politique au sens où il est posé clairement l'appartenance de tous à la même communauté, quelles que soient les singularités, quels que soient les particularismes des uns et des autres. L'appartenance de tous à partir d'un liant, ce liant c'est la laïcité, qui est un principe de concorde qui énonce très clairement que quelles que soient nos différences, quelles que soient nos appartenances singulières, nous avons une appartenance collective qui transcende à la fois ces différences et ces appartenances singulières. Mais cette organisation politique, elle repose aussi sur le concept de citoyenneté. La citoyenneté est un ensemble d'attributs composés de droits et de devoirs, reconnus, équivalents pour tous. C'est donc cette organisation éthique, à partir des valeurs énoncées dans la devise républicaine, cette organisation politique, à partir de ce principe d'appartenance collective, fondée sur ce liant, ce principe de concorde qu'est la laïcité, et en reconnaissant à chaque citoyen la citoyenneté avec les mêmes attributs de droits et de devoirs, et bien sûr, enfin, une organisation collective sociale, au sens où il y a un choix politique très clair de refus des inégalités. Nous sommes donc dans un système où notre destin collectif, tel qu'il est écrit, et nous viendrons tout à l'heure sur les questions qui sont posées en particulier par le territoire de Guyane, tel que ce destin est écrit dans une démocratie, dont je vous disais que l'épine dorsale est le droit, et en République, dans l'épine dorsale est bien entendu le projet républicain qui doit traverser l'ensemble des grandes politiques publiques. Quelle est la place de l'université dans cet ensemble-là et dans le rôle que chacun doit jouer pour participer à l'élaboration, à l'écriture de ce destin collectif? Évidemment, la question des savoirs, qui est la première question de l'enseignement en général et de l'université en particulier, la question de la transmission de ces savoirs, la question de l'usage de ces savoirs, cette question-là est essentielle, primordiale, quant au fait de savoir comment l'individu peut acquérir cette autonomie qui en fait un sujet de droit et qui le conduit à participer à l'élaboration de ce destin collectif. Il nous faut donc voir quelles sont les missions premières de l'université. Et les missions premières de l'université sont évidemment ces missions d'enseignement et de recherche. Autrement dit, sa vocation traditionnelle de pédagogie, ce lieu privilégié de formation, ce lieu de libre circulation des ressources de l'esprit, des richesses culturelles, ce lieu de libre circulation des personnes, ce lieu où on éduque, où on instruit, où on transmet, ce lieu où les personnes, oui, circulent indépendamment de tout le reste, les étudiants, les enseignants, les adultes qui décident de reprendre contact avec l'enseignement, et ces personnes de toutes conditions sociales ou économiques qui choisissent à un moment ou à un autre de recommencer à fréquenter, même ponctuellement, l'université. Ça, c'est vraiment sa mission première. Mais ça n'est pas une mission ordinaire. Si les universités sont des lieux d'effervescence, c'est parce que dans la transmission même du savoir, il faut que cette effervescence existe. Il faut qu'elle prospère, il faut qu'elle soit entretenue, il faut qu'elle soit arrosée, cette effervescence. Il y a donc un certain nombre de conditions pour que le savoir ne soit pas un savoir froid, pour que ce ne soit pas un savoir indifférent, pour que ce ne soit pas un savoir de marbre, un savoir reçu, stocké, restitué au moment des examens. C'est un savoir éminemment vivant, c'est un savoir qui doit justement échapper aux contours, aux berges. C'est un savoir qui doit être nourri par un certain nombre de méthodes. C'est un savoir qui doit reposer sur ce qu'on appelait la curiositas, c'est-à-dire cette aptitude à s'interroger sur tout, à être curieux de tout, mais pas dans une curiosité malsaine, dans une curiosité qui vise à se grandir soi-même, une curiosité qui vise à s'élever soi, mais s'élever avec les autres. Et l'université est bien un lieu
privilégié de cette curiositas. C'est aussi le lieu de ce qu'on appelle la disputatio, c'est-à-dire cette aptitude à nourrir le débat, à faire que du débat puisse surgir une conclusion, donc à organiser la controverse de façon à ce que les opinions divergentes aient droit de citer, que ces opinions puissent se confronter et qu'elles puissent se confronter selon une éthique que, encore un philosophe allemand, Habermas, a définie comme étant l'éthique communicationnelle. C'est-à-dire que pour que la controverse soit saine et féconde, pour que la discussion soit utile et qu'elle reste saine, il faut que chacun apporte ses meilleurs arguments. La question n'est pas de convaincre obstinément l'autre, la question est de faire un effort intellectuel pour présenter les arguments sur lesquels repose sa propre conviction dans le respect de la conviction de l'autre, mais avec le souci d'introduire des éléments au moins d'interrogation chez l'autre afin de produire ensemble ce qui se rapproche le plus de la vérité. Cette méthode de la disputatio que vous avez appris depuis la terminale d'ailleurs, parce que nous avons tous appris en philosophie dans notre première année de philo en terminale ce qu'est le syllogisme. Vous connaissez tous l'exemple, j'allais presque dire l'exemple de maternelle, l'exemple inévitable sur le syllogisme qui concerne Socrate. Vous le connaissez tous. Je vois des yeux qui pétillent, mais je vois quelques étudiants pour lesquels l'année du baccalauréat est une année lointaine. Donc le syllogisme qui consiste à dire « les hommes sont mortels », vous connaissez la suite, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le syllogisme qui nourrit la disputatio est une méthode de raisonnement et de réflexion. Ça ne peut pas être la seule, bien entendu. Mais il n'empêche qu'au sein de l'université, nous devons avoir cela. Cette mission essentielle de transmettre et de partager le savoir, de nourrir ce savoir, de l'enrichir, de faire en sorte qu'il se développe, parce que chaque génération doit apporter sa part dans cet héritage commun, dans ce patrimoine de savoir de l'humanité qui a été acquis, développé et qui est partagé. L'université doit être ce lieu où ce savoir est distribué, mais où l'esprit critique permet cette distance pour enrichir ce savoir. Il est le lieu aussi où on échange, il est le lieu où on discute, il est le lieu où on produit en commun. Mais l'université, évidemment, n'a pas toujours été ainsi. Les universités sont nées dans diverses parties du monde, elles sont nées dans un contexte particulier. Pour ce qui concerne l'Europe, pourquoi l'Europe? Parce que nous sommes dans le schéma européen et que l'université qui est en place ici, y compris celle qui la précédait, l'université des Antilles et de la Guyane, relève d'un schéma, d'un modèle qui, évidemment, s'est inscrit dans une filiation à travers le temps. Les universités sont nées en Europe au Moyen Âge. L'université de Paris, de Bologne, d'Oxford, de Montpellier. Ces universités sont nées dans un contexte que je dirais paradoxal, compte tenu de ce qu'elles sont devenues, mais qui évidemment n'était pas paradoxal pour l'époque. Pourquoi paradoxal? Tout simplement parce que les universités ne sont pas nées sous l'empire de la raison, les universités sont nées sous l'emprise de la religion. Lorsque les universités que je viens de citer sont nées, en fait, elles servaient à enseigner ce qu'on appelait la vérité révélée et les dogmes religieux. Et les principales matières enseignées étaient la théologie et le droit canon. Et cet enseignement se faisait sous l'autorité de la papauté. Mais c'est à contextualiser quelle était la réalité de l'époque. La réalité de l'époque, c'est que l'autorité suprême était bien la papauté. L'ensemble des puissances européennes, avant les empires coloniaux, et pendant les empires coloniaux, et parfois après, et parfois aujourd'hui encore, les anciennes puissances européennes reconnaissaient l'autorité papale comme étant une autorité supérieure à celle de tous les royaumes. Et lorsqu'il y avait un litige entre deux monarchies européennes, il y avait généralement recours à l'autorité papale pour trancher définitivement ces litiges.
Après, il y aura des tribunaux d'arbitrage international à caractère civil et laïque qui vont trancher les litiges entre les puissances coloniales. Nous en savons quelque chose, puisque vous savez sans doute que c'est par décision du tribunal helvétique que la Guyane, par exemple, a perdu 2/3 de son territoire au profit du Portugal à l'époque. Donc c'est la France qui a perdu 2/3 du territoire de la Guyane au profit du Portugal. On ne va pas faire la guerre avec le Brésil, hein. Mais à l'époque, le territoire guyanais reconnu comme tel dans ses frontières faisait 270 000 mètres carrés. Donc il y a cette époque des tribunaux arbitraux internationaux, mais avant cela, c'est l'autorité papale qui arbitre. Et encore, pour rester dans la région, lorsque nous regardons le continent, nous avons encore des traces, l'empreinte de cette autorité papale suprême qui arbitre définitivement les litiges entre les puissances européennes, puisque vous savez que c'est le traité de Tordesillas qui va séparer l'Amérique du Sud selon une ligne d'ouest en est et qui va attribuer, par autorité du pape, va attribuer l'Est au Portugal, puisque le Portugal et l'Espagne réclamaient tous les deux l'empire de cette partie du monde. C'est donc le traité de Tordesillas qui va attribuer l'Est au Portugal et l'Ouest à l'Espagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le continent, c'est à l'Est le Brésil, qui est lusophone, c'est-à-dire où on parle brésilien, qui est une langue issue du portugais. Et à l'Ouest, nous avons tous les pays hispanophones qui relevaient donc de l'attribution par le pape de l'autorité de l'Espagne sur le reste du continent. Évidemment, il y a la question du plateau des Guyanes, avec le Guyana qui est anglophone, le Suriname qui est néerlandophone, la Guyane qui est française et francophone, en sachant que tous ces territoires sont quand même d'abord créolophones, et même avant d'être créolophones, étaient, je dirais, amérindienophones, en tout cas calignophones, ou en tout cas des langues amérindiennes. Donc, en dehors de ce plateau, au nord du sud-continent, il y a cette séparation qui se fait sous l'autorité papale. Donc, pour en revenir aux universités, je vous disais donc qu'elles naissent au Moyen-Âge en Europe sous l'autorité papale et que l'enseignement principal concerne la théologie et le droit canon. À la Renaissance, un certain nombre d'autres disciplines vont pénétrer progressivement les universités, vont les pénétrer sur la base de l'examen critique, c'est-à-dire de la capacité à interroger les disciplines et à s'intéresser à d'autres matières. Et c'est ainsi que d'autres matières, effectivement, vont entrer dans les universités à travers ce qu'on appelle les 4 facultés, c'est-à-dire les arts, la médecine, le droit et la théologie. Et l'évolution va se poursuivre, de sorte qu'au XVIIIe siècle, la raison va prendre d'une certaine façon ses quartiers dans les universités, que d'autres disciplines vont se développer et que surtout l'apogée du XVIIIe siècle va se traduire par l'apogée des sciences. L'apogée des sciences, c'est-à-dire que le développement des sciences va avoir un tel effet et de tel développement que les sciences vont envahir le mode même de pensée. Ce mode de pensée, qu'on va appeler le positivisme, qui aura été structuré par Auguste Comte, qui va se développer en France, mais au-delà des frontières françaises, et qui va influencer des personnalités qui auront elles-mêmes une influence importante après, puisque ce positivisme va influencer quelqu'un comme Émile Littré, qui, vous le savez, est l'auteur du premier gros dictionnaire Littré. Vous ne connaissez pas le dictionnaire Littré? Demandez à vos grands-mères. Il doit y en avoir dans le grenier, mais également Jules Ferry, qui, vous le savez, est considéré comme le père de l'école publique, obligatoire et laïque. Je dis considéré comme. Pourquoi? D'abord, moi, j'ai toujours un problème avec Jules Ferry. J'ai toujours un problème avec Jules Ferry parce que, tout en reconnaissant évidemment les mérites des uns et des autres,
nous pouvons aussi regarder les contradictions des uns et des autres. Et à l'époque où Jules Ferry instaurait l'école obligatoire, laïque et gratuite, c'est à la même époque qu'il chantait les louanges de l'aventure coloniale et qu'il se battait pour le développement de cette aventure coloniale. Et qu'on ne me dise pas que c'était l'esprit de l'époque, parce qu'à la même époque quand même, il y avait d'autres hommes qui pensaient différemment, aussi bien évidemment dans les empires coloniaux, mais dans les métropoles elles-mêmes, puisqu'il y a également des hommes d'État, des gens comme Gambetta par exemple, qui pensaient qu'il n'était pas sain de vouloir dominer d'autres peuples. Plus tard, Clémenceau pense la même chose et le dit très clairement. Et ces grands esprits sont là, ils portent une autre parole. Donc, ceux qui ont quand même eu cette approche de la relation dans le monde à d'autres peuples et à d'autres communautés humaines, donc comme Jules Ferry qui pensait que la domination était fondée, et il le pensait au point de l'argumenter, de le développer à l'Assemblée nationale, donc vraiment de défendre ce point de vue-là, alors que, je le répète, d'autres hommes défendaient un autre point de vue, d'autres femmes aussi, souvenons-nous d'Olympe de Gouges depuis la Révolution française, mais indépendamment de cela, pour rétablir la réalité historique, il faut se souvenir qu'une personne comme Condorcet avait pensé déjà l'instruction publique, laïque et gratuite, en précisant que cette instruction publique devait être ouverte aux filles autant qu'aux garçons. Condorcet, c'est 1793, en tout cas il meurt dans sa cellule emprisonné en 1793, ça fait partie des revers de la Révolution, mais à cette époque, évidemment, c'est encore l'époque de la traite négrière et de l'esclavage. Condorcet, lui aussi, a une position très claire contre la traite négrière et l'esclavage, même avec une petite période où il se laisse convaincre qu'il faudrait une libération échelonnée, il revient assez rapidement sur cette idée-là et il prend très clairement position contre la traite négrière et l'esclavage, ce qu'avait fait Olympe de Gouges également. Donc Condorcet a pensé déjà l'école publique obligatoire, laïque et gratuite. Il a déjà pensé l'instruction universelle au sens où l'instruction ne doit pas exclure les petites filles doivent aller à l'école autant que les garçons. Donc pour en revenir à Jules Ferry, dont on dit qu'il est le père de l'école publique, laïque et gratuite, il faut reconnaître que c'est quand même lui qui la met en œuvre, même si Condorcet l'a pensé avant lui, il la met en œuvre, il la pense vraiment dans la mesure où, vous connaissez peut-être sa lettre aux instituteurs, où il dit bien ce qu'il attend de cette école laïque, qui est une école laïque dans une période où il y a des bouleversements de lutte pour la séparation de l'Église et de l'État, qui va survenir une quinzaine d'années après, puisque l'école laïque, c'est vers 1883, la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Il y a tous ces débats-là, il y a quand même toute une série de discussions très vives dans la société, et il a quand même le courage de dire, comme ça va se faire en 1905 lors du débat sur la loi de la laïcité, il a quand même le courage de dire que l'école laïque, ça n'est pas l'école contre les religions, et que l'enseignant doit enseigner pour une société qui forme de futurs citoyens, donc des petits citoyens, mais en respectant les réalités culturelles, en respectant les appartenances religieuses, en ne les mettant pas en cause. Donc l'école laïque, elle tient la religion en dehors de l'école, elle n'est pas en combat avec les religions, la religion demeure une liberté de chaque citoyen, reconnue par la Constitution, reconnue donc par la loi de 1905, c'est une liberté qui est reconnue, mais c'est une liberté qui n'a pas sa place à l'intérieur de l'école. Alors évidemment, on sait bien qu'il y a des écoles confessionnelles de religions différentes, mais l'école laïque, l'école de la République, est une école qui ne fait pas la guerre aux religions, mais qui tient les religions à la porte de l'école. Donc Jules Ferry fait partie de ces personnes qui sont influencées par le positivisme d'Auguste Comte, ce positivisme qui est, certains ont dit à l'époque, une espèce de religion laïque, au sens où elle considérait que la raison, que les sciences, qui sont le fondement du progrès, sont les seules références à retenir. Et l'enseignement, évidemment, y compris l'enseignement universitaire, sera imprégné de cette conception. Sauf que, évidemment, rien dans ce qui concerne les êtres humains, les sociétés humaines, n'est carré comme ça. Et on va constater des débordements, peut-être même des dérives, au sens où on va commencer à mettre une équivalence entre le progrès scientifique
et le progrès moral. Il n'y a pas d'équivalence entre le progrès scientifique et le progrès moral. Et de la même façon que le progrès scientifique ne peut pas surplomber tout le reste, ne peut pas saturer tout le reste, ce qu'on appelle les valeurs morales ne peuvent pas non plus saturer tout le reste. En tout cas, lorsque les valeurs morales reposent sur le fait de considérer que tout se sait déjà et que tout est déjà inscrit dans les livres sacrés, ces valeurs morales ont leur déviance également. Donc, considérer que la raison, seule la raison, pour en revenir à Pascal, seule la raison, alors que Kant pense que la raison pourrait éviter les guerres et les conflits, on voit bien que la raison n'empêche pas les hommes de se livrer aux pires exactions et que le besoin que peuvent avoir les êtres humains d'une interrogation sur les fins de l'homme, sur la finalité de cette existence, sur ce que j'appelais tout à l'heure la spiritualité avec ou sans Dieu, ces besoins sont des besoins réels. On a donc à cette période du positivisme une conception du progrès qui est essentiellement un progrès matériel et qui va envahir des pans entiers de la société, même au-delà de la société française. Bien entendu, depuis, on en est revenu. Mais on en est revenu avec quelques enseignements, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de système parfait et que tout système doit être interrogé, de la même façon que l'histoire pullule d'exemples où on voit des contre-exemples à la structure centrale de l'enseignement. Je reviens aux Lumières. On a vu du grand obscurantisme pendant les Lumières, pour en revenir à notre territoire, à l'époque de la traite négrière de l'esclavage, et ça concerne l'ensemble du monde, la traite négrière de l'esclavage. Vous savez que c'est le commerce triangulaire, donc c'est l'Europe, c'est toute l'Afrique, c'est toutes les Amériques, c'est l'océan Indien. Cet obscurantisme-là, il se traduit par le fait qu'au moment où il y a tous ces bouleversements de la pensée et de la réflexion philosophique en Europe, il y a le développement du commerce triangulaire. Et c'est pendant le XVIIIe siècle que ce commerce sera le plus prospère, le plus lucratif. Donc tous les systèmes ont leurs contradictions. Évidemment, je ne m'attarde pas sur un certain nombre de grands philosophes qui ont disserté sur les libertés, qui ont disserté sur l'égalité et qui parfois étaient très directement impliqués pécuniairement, financièrement dans les activités de commerce, de traite négrière et d'esclavage. Donc il y a ces obscurantismes-là pendant les Lumières, tout ça ne disparaît pas. Quel est le rôle de l'université? L'université dans la cité. L'université dans la cité, vous savez, c'est la cité antique, vous l'avez appris aussi pour ceux qui se souviennent de leur cours de philosophie en terminale, mais vous l'avez appris peut-être après selon les disciplines que vous suivez. La cité, c'est cet ensemble de personnes qui sont réunies par un gouvernement, régies par des lois, qui ont en général, telle qu'elle est définie en tout cas dans l'Antiquité, une religion, des mœurs très précisément définies. Nous savons maintenant que les sociétés sont pluriconfessionnelles de la même façon qu'elles sont pluriculturelles. Mais l'université est dans la cité néanmoins. Et l'université joue un rôle dans la cité. Et sans remonter à l'Antiquité, nous savons à quel point les universités ont joué un rôle majeur dans de grands événements. Les universités ont joué un rôle majeur, par exemple, si on reste au niveau des Lumières, qui nous fait remonter, mais après on va se rapprocher dans les périodes de temps. Au niveau des Lumières, par exemple, l'université allemande, avec ce qu'on a appelé les professeurs politiques, l'université a joué un rôle important parce que les professeurs se sont engagés aux côtés des étudiants dans leurs contestations et leurs revendications, et les professeurs ont surtout instruit les étudiants, leur ont enseigné leurs droits, ont publié ce qu'on a appelé le bréviaire des droits constitutionnels. Et cet engagement des professeurs politiques, entre guillemets, parce que c'est ainsi qu'on les appelait, cet engagement des professeurs politiques a permis à la société allemande, à la moitié du XIXe siècle, lui a permis de basculer et de créer ce qu'on connaît partout aujourd'hui comme étant l'état de droit. L'état de droit est une invention allemande, c'est un concept allemand. Je ne sais pas s'il y a des germanophones dans la salle. Je crois que ça se dit Rechtsstaat, Lichkeit. Pardon pour l'accent, pour ceux qui sont profs d'allemand dans la salle. C'est un concept qui est né en Allemagne de la période justement de cet engagement des professeurs
politique auprès de leurs étudiants et de la façon dont ces professeurs ont transmis aux étudiants la connaissance de leurs droits constitutionnels. Mais il y a d'autres exemples plus récents. Nous savons le rôle qu'ont joué les universités, notamment les universités du Sud aux États-Unis, dans les combats pour les droits civiques, et l'université de Tuskegee, bien entendu, mais d'autres aussi. L'engagement de nombreux étudiants venant d'autres États des États-Unis, pas seulement du sud des États-Unis, venant d'autres États des États-Unis, l'engagement de ces étudiants pour les droits civiques, la création de structures, la NAACP, bien entendu, mais également la Non-Violent, NV, toutes ces structures qui ont mobilisé les étudiants, les élites. Angela Davis, vous savez, était professeure de philosophie et très engagée également. Donc le rôle des universités est un rôle important et on le voit dans de très nombreux pays. En Afrique du Sud, c'est la célèbre université du Cap aussi, qui n'accueillait que des étudiants noirs. C'est une université qui a formé ces étudiants, qui a formé cette élite noire. Et c'est une université qui donc lutte très fortement depuis le début des années 60 et en 1970 publie ce qu'on appelle un bréviaire anti-apartheid et qui donne donc là aussi du matériau de réflexion, des réponses aux étudiants qui s'interrogent sur la façon de lutter contre le système de l'apartheid. On peut prendre la France également, le grand mouvement social et politique de la jeunesse de 1968. Il y en a eu d'autres après, mais ils sont de moindre envergure. En 1968, on connaît le rôle des universités, les plus célèbres, bien entendu, la Sorbonne, Nanterre également, mais de nombreuses universités sont impliquées, telles que Vincennes, l'université de Vincennes, d'autres universités encore, et puis surtout cette démarche, cette dynamique de rapprochement, donc de convergence entre les intérêts de la jeunesse, donc des universités, des étudiants, et les intérêts de la classe ouvrière pour une société conservatrice où on a un ordre qui est un désordre social parce que les inégalités progressent, parce que les injustices sont nombreuses, qu'elles se creusent et qu'il y a un double intérêt, la jeunesse qui veut regarder l'avenir avec plus d'enthousiasme et plus d'optimisme, et la classe ouvrière qui subit évidemment le plus fortement dans la société l'ensemble des injustices et des inégalités. Donc il y a le rôle des universités en France à ce moment-là, lors de ce grand mouvement social. Et puis parce que souvent on oublie que 1968, c'est une révolution mondiale, il y a de nombreux pays où il y a cette révolte de la jeunesse, au Mexique, aussi, il y a un mouvement universitaire très puissant qui va se développer, qui va s'organiser pour protester, qui va organiser un grand rassemblement sur la Plaza de las Tres Culturas et où aura lieu ce qu'on a appelé la Grande Matanza, c'est-à-dire une grande tuerie, parce que le pouvoir de l'époque, le pouvoir gouvernemental, va décider de frapper, de charger, d'abord de frapper par avion, ensuite de charger par terre, et on va compter des centaines de morts et plus d'une centaine d'étudiants qui vont disparaître à cette occasion-là. Donc les universités, en tant que lieu de transmission du savoir, en tant que lieu de débat, en tant que lieu de mutualisation de la réflexion commune pour participer chacun à l'élaboration du destin commun, sont des lieux privilégiés de circulation des idées, de circulation de la pensée, d'émergence aussi de pensées nouvelles, de nouveaux courants de pensée, de nouvelles écoles de pensée qui vont dépasser l'université, qui vont dépasser la cité, qui vont dépasser les frontières même du pays, qui vont dépasser les continents. Donc pour cela, les universités sont des lieux extrêmement précieux. C'est donc dans un lieu comme cela que vous allez vous armer pour la vie. C'est dans un lieu comme cela que vous allez vous emparer des problématiques qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. C'est dans un lieu comme cela que vous devez vous intéresser à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe immédiatement autour de vous, à ce qui se passe un peu plus loin autour de vous, à ce qui se passe loin de vous, parce que vous êtes une partie du monde. Et ce qui se passe autour de vous, c'est ce qui se passe en Guyane, bien entendu. C'est ce qui se passe aux Antilles, bien sûr. C'est ce qui se passe dans la Caraïbe. C'est ce qui se passe dans l'ensemble, sur l'ensemble du continent. Et comprendre l'histoire de ce continent, comprendre ce qui nous a forgé, ce qui fait notre identité extrêmement complexe. Et pour en revenir à l'université, sur ce continent, les universités ont une trajectoire un peu complexe. Les universités, évidemment, comme c'est l'époque de l'Empire colonial, au moment
où les universités se développent et s'épanouissent vraiment en Europe, c'est quand même l'époque où les métropoles européennes disposent d'empires coloniaux, et bien entendu, elles n'ont pas intérêt, ne vont pas développer la transmission de savoir dans ces territoires. Il demeure que des universités y sont créées. Par exemple, à Cordoba, en Argentine, est créée l'université en 1614, mais en général, les créations d'universités sont plus tardives. Au Chili, c'est plus tardif. En 1826, on a une création au Brésil, je crois, l'université de São Paulo, qui va se développer. Et sur le continent, on va voir se développer les universités. Et là aussi, on va voir que ce continent qui sera à plusieurs reprises bouleversé, secoué, soit par l'arrivée de dictatures et le combat contre les dictatures, soit par le rêve d'une vie meilleure, d'une société où des mouvements de pensée différents vont se retrouver, s'enchevêtrer, s'articuler, se percuter parfois, que ce soit ces mouvements d'émancipation universitaire, que ce soit ce qu'on appelle la théologie de la libération, qui est un mouvement qui mobilise des prêtres, qui luttent pour faire reculer la pauvreté, pour reculer les injustices et les inégalités, pour l'émancipation des individus. Et lorsqu'on entend un certain nombre de propos du pape aujourd'hui, on entend une résonance de ces principes qui ont été portés par la théologie de la libération, qui a connu de très grandes et très belles figures. Je pense par exemple notamment à Monseigneur Romero, il me semble. Donc il y a sur le continent ces mouvements aussi, ces mouvements de libération, ces mouvements de contestation, ces mouvements d'exigence de liberté, ces mouvements d'exigence d'égalité, de fraternité, donc de solidarité sur le territoire. Donc ici, il vous faut penser cela. Il vous faut vous interroger sur les problématiques contemporaines. Quels sont les grands sujets? Les grands sujets, ils nous concernent au niveau de l'Amérique du Sud, ils nous concernent au niveau de l'Europe, ils nous concernent au niveau du monde. Mais il nous faut simplement être capable d'appréhender ces sujets et de nous méfier du savoir superficiel. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, souvent, vous croyez que vous savez des choses parce que vous avez lu des choses qui sont juste de l'écume d'un sujet sur Internet. Internet est un outil absolument formidable parce qu'il permet de faire circuler des informations, du savoir, des interrogations de savoir aussi. Mais je crois, et ça n'est pas juste une conviction de génération, encore que, pas seulement, je crois que vraiment le savoir transmis d'homme à homme, au sens générique, d'homme à homme, le savoir transmis et qui circule entre les êtres humains par la parole, par la proximité, par l'échange immédiat, ce savoir est irremplaçable. Et c'est celui-là que vous recevez à l'université. Donc vous devez être suffisamment clairvoyant, lucide, responsable pour utiliser les autres espaces de circulation du savoir, et notamment Internet, les utiliser comme des instruments qui vous apportent du matériau, mais du matériau que vous venez mettre en commun à l'université et que vous soumettez justement à la perspicacité, au savoir plus complet de vos enseignants, de vos professeurs. Donc oui à Internet, oui à ceux qui circulent sur Internet, mais vis-à-vis d'Internet, plus encore que vis-à-vis des manuels scolaires ou universitaires, la distance nécessaire pour ne pas se laisser embrigader par ce que l'on lit, mais conserver cet esprit critique qui garantit votre liberté, qui assure votre autonomie, qui fait de vous des sujets de droit, qui fait de vous les acteurs de votre propre destinée. Donc aujourd'hui à l'université, vos interrogations doivent porter, oui, sur ce qu'on sait, sur ce qui se transmet, sur cet héritage accumulé à travers des générations, mais sur ce que vous pouvez apporter aussi, sur les problématiques actuelles. Quelles sont-elles? Il y a des problématiques d'ordre éthique, il y a des problématiques d'ordre social, il y a des problématiques d'ordre environnemental, il y a des problématiques qui sont liées aussi à la dignité des personnes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'égalité entre tous les êtres humains, à l'égale dignité entre les cultures. Toutes ces problématiques doivent s'inscrire dans la discussion générale, dans la discussion globale, dans l'échange, mais s'inscrire et se traduire par un certain nombre de règles qui sont justement ce que le droit construit. Je vous l'ai dit, le droit, c'est l'épine dorsale de la démocratie, comme le projet est l'épine dorsale de la République.
Et c'est en nourrissant ce projet, l'épine dorsale de la République, dans ce cadre, le droit qui est l'épine dorsale de la démocratie, que vous allez apporter votre contribution. Cela ne veut pas dire que le droit soit la seule discipline universitaire. Ça veut dire simplement que le droit, qui est une matière vivante parce qu'elle détermine les règles de vie commune, que ce droit-là est une discipline essentielle. Les autres ont toute leur importance. Certaines, d'ailleurs, sont considérées en termes d'attractivité et de potentialité rémunératrice plus importante dans la société. Mais lorsqu'on s'interroge sur le destin commun, sur la façon de participer à ce destin commun, c'est bien dans le cadre du droit que l'on peut réfléchir aux règles. Voilà donc pour l'essentiel ce que peut apporter l'université, votre passage dans l'université, ce que vous venez y recueillir, mais ce que vous allez aussi laisser pour les promotions qui vont vous suivre. La curiositas, une grande curiosité au sens humaniste du terme. Comment savoir, comment apprendre, comment comprendre pour se grandir et s'élever ensemble. La disputatio, comment débattre ensemble, comment avoir des controverses qui soient fertiles, qui soient fécondes. C'est cela la vie dans l'université. Et ne pas se disperser inutilement, mais comprendre que l'épanouissement individuel et collectif, il tient simplement sur deux piliers. Un pilier, c'est celui de l'enracinement. Être chez soi, de chez soi, et en avoir pleine conscience. L'autre pilier, c'est l'ouverture au monde, la perméabilité au monde, la conscience de l'existence du monde. Et lorsque je parle du monde, je parle du monde. Et je vous invite à faire une distinction entre ce qu'on a appelé pendant longtemps l'universel, qui est en train de perdre un petit peu de sa superbe, grâce à d'ailleurs d'éminents esprits, mais je vous parle essentiellement du monde. Sur l'universel, Édouard Glissant a dit des choses absolument claires. Il dit que l'universel est un leurre, un rêve trompeur, et que ce qu'il faut penser, ce n'est pas l'universel, mais la totalité monde, et qu'il faut penser cette totalité monde, non pas comme une valeur sublimée, mais comme une quantité réalisée à partir de valeurs particulières. Donc cette quantité, ces valeurs universelles qu'on a appelées universelles et qui en fait souvent ont été des valeurs occidentales construites à partir de l'histoire et des luttes en Europe et qu'on a projetées sur le reste du monde, ces valeurs universelles en fait sont des valeurs du monde entier. Ce sont des valeurs qui ont été produites partout, sur tous les continents. Des hommes, des femmes se sont battus pour la liberté et pour les libertés. Sur tous les continents, les hommes, des femmes rêvent d'égalité et vont continuer de rêver d'égalité. Donc ces valeurs qu'on a dites universelles sont des valeurs universelles au sens où elles appartiennent à la totalité du monde. Et donc il faut penser, si on retient plutôt l'idée de Glissant, donc plutôt que l'universel qui est un leurre et un rêve trompeur, penser la totalité monde, donc penser le monde à partir de toutes ces valeurs-là. C'est Glissant aussi qui dit « Agis dans ton lieu parce que le monde s'y tient, mais pense avec le monde, car il relève de ton lieu. » Donc je vous invite à apprendre à faire cette distinction entre l'universel qui semble un bloc et qui est trompeur incontestablement parce qu'il fait fi de toute une série de différences et surtout de la richesse des groupes humains, des communautés humaines qui ont nourri le patrimoine commun de l'humanité et puis la totalité monde, le monde vis-à-vis duquel vous devez être soucieux, inquiet, ouvert, perméable. Et c'est pour ça que je vais laisser les derniers mots à Pablo Neruda, qui est un très grand poète chilien, donc pour rester encore sur le continent. Pablo Neruda a un très beau poème où il dit « Je devins infini quand je gagnais les mers. J'étais plus jeune que le monde entier. Et sur la côte, à ma rencontre, avançait, dans son immensité, le goût de l'univers. » Pas de l'universel, le goût de l'univers. Merci.